Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est un peu compliquée, un peu délicate, parce que hier, Lumix a annoncé son nouveau S9. Donc moi, c'est un appareil que j'avais vraiment ouais, de l'espérance, de l'espoir, une illusion, si on peut dire, de ce que ça pouvait être. J'avais énormément de curiosité. Et ma première réaction, sincèrement, ça a été, mais qu'est-ce que c'est que cette avec un M, ok. Après, j'ai essayé de me relaxer. J'ai dit, Eric, relaxe-toi, essaie d'analyser le produit, regardez. Alors attention, je n'ai pas eu le produit en main, mais je peux lire les caractéristiques, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, et aussi je connais ce capteur, puisque là, en ce moment-là, je suis en train d'enregistrer avec un Lumix S5 Mark II, qui a exactement le même capteur, et beaucoup de fonctions qui sont complètement communes. Voilà. Donc je pense que je suis complètement capable d'analyser ce qu'il propose et donner une opinion. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. Maintenant, ma colère est passée, si on peut dire, donc je vais essayer d'être objectif pour bien expliquer comment est-ce produit, pour qui est-ce produit, pour quand est-ce produit. Et je vais essayer d'en parler le plus honnêtement possible. Voilà. Donc, avant d'attaquer ça, je vais dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance. Mais je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. 3 points importants cependant, si tu t'inscris une formation chez eux de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo en appui pédagogique. Deuxième point, si tu voulais te financer par CPF, compte personnel de formation, et te former à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'était inscrit avant de partir. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé il y a déjà bien longtemps, mais elle est enfin appliquée depuis le 1er mai, et c'est une bonne nouvelle, car les rumeurs parlaient que les élèves devraient payer 30% de leur poche, alors que ce soit de la photo ou n'importe quelle autre formation, et finalement, je crois que sauf les demandeurs d'emploi, c'est 100 euros, qui eux n'auraient pas à payer à mon avis. Je crois, à confirmer, voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, puisque bon, pour 100 euros plus ton CPF, tu pourrais avoir accès à une super formation photo. Mais enfin, je t'explique tout ça en fin de vidéo, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors d'abord, moi j'ai toujours été un fan, si on peut dire comme ça, de Lumix. D'ailleurs, j'ai recommandé énormément d'appareils photo Lumix. Et quand le S5 Mark II est sorti, je l'ai d'ailleurs acheté et j'en suis vraiment très content. Sur la majorité des points, disons, hein, comme n'importe quel appareil photo, ne sont pas tous parfaits, mais enfin, la majorité des points, j'en suis content. Donc, quand les rumeurs sont arrivées qu'il y allait y avoir un mini S5 Mark II, eh bien, moi je pensais vraiment, pardon, quand la rumeur c'était qu'ils allaient sortir un mini appareil avec le même capteur que le S5 Mark II, dans ma tête c'est un mini S5 Mark II. Un petit peu comme Sony a son Alpha 7C Mark II ou même son ZV-E1. Mais plutôt le A7C Mark II, dans ma tête, c'était un petit peu ça. Voilà. Et donc, je disais, ça peut être vraiment super pour l'espace, le poids, deuxième appareil, je sais pas. Voilà. Et là, je me rends compte qu'ils ont sorti la hache et ils ont taillé dans tous les sens. Mais non seulement au niveau du gabarit, mais au niveau de plein d'autres choses. Et je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Quels sont les points positifs, parce qu'il y en a des points positifs, et quels sont les points négatifs. Parce que je pense qu'il est très important que les gens comprennent bien le produit pour savoir si c'est un produit pour eux ou pas. Et je pense que oui, il y a des clients pour ce produit. Il y a sûrement des clients, il y en a de toute évidence. En plus, si on parle de la qualité d'image, eh bien, on parle de la même chose que le S5 Mark II, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais il y a des fonctions que certains ont sûrement besoin et ne sont pas présentes sur cet appareil, et je pense qu'on doit absolument en parler parce que il est important, comme tout appareil, il y a toujours une vague de hype, et c'est important que les acheteurs potentiels comprennent bien ce qu'ils achètent, voir si c'est vraiment ce qui correspond à leurs besoins, ou si au contraire, il vaudrait mieux autre chose, plus cher ou dans le même tarif. Voilà. Donc c'est de ça que je veux parler. Analysons les points et je vais essayer d'être le plus objectif possible. Alors, il s'agit d'un capteur plein format, full frame, de 24,2 millions de pixels. C'est le même capteur que sur le S5 Mark II. Et c'est une monture L, donc le consortium Lumix, Leica, Sigma et le dernier arrivé au club, c'est Samyang.
Il y a d'autres marques tierces qui font aussi des objectifs pour eux, mais ça veut dire que entre ces 4 marques, il y a 85 objectifs disponibles, ce qui est quand même un truc qui me semble vraiment très très intéressant. Donc, qu'il faut voir, il y a plein de fonctions qui sont communs au S5 Mark II, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais dire les principales, mais je vais surtout dire, entre guillemets, celles qui manquent. Voilà. Et il y a un truc qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est quel est le client cible de cet appareil. Parce que si on oublie ça, on a tendance à pas se mettre à leur place et voir si c'est vraiment un appareil qui est OK pour eux ou pas. C'est important. Alors, le client cible, d'après Lumix, c'est le créateur de contenu. Alors, créateur de contenu, c'est quoi? C'est YouTube, YouTube les shorts, donc les vidéos courtes. Aussi, c'est Instagram, aussi bien les reels que les stories et aussi TikTok. Donc ça, c'est le public, le client cible de Lumix. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue, parce que ça évite de raconter un peu n'importe quoi sur l'appareil, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Voilà. Donc, attaquons les points positifs et négatifs. Alors, on va commencer par les points positifs. D'abord, la taille. 126 mm de large, 73,9 de haut et 46,7 de profondeur. C'est un petit appareil et ça, ben, c'est un gros bénéfice pour ceux qui veulent promener ça partout. Ça me semble très bien. Par rapport à mon S5 Mark II, ben, il est une évidence que ben, on ne promène pas un S5 Mark II dans sa poche et là, ben, on pourrait ou dans le manteau. Voilà. Donc, ben, positif. Le poids, 486 grammes avec batterie et carte mémoire, mais sans l'objectif, ça reste très bien. Le capteur, c'est un point positif, puisque c'est le même capteur que sur le S5 Mark II, qui est déjà un excellent capteur, qui a vraiment fait ses preuves. Donc, ben, on continue dans le positif. La stabilisation. Alors là, il y a deux stabilisations, il ne faut pas oublier. Une, c'est le boîtier lui-même qui a 5 stops de stabilisation. Et si ton objectif est stabilisé, ben, il y a une combinaison des deux, on arrive à 6,5 stops de stabilisation. Donc c'est bien, mais n'oublie pas que si ton objectif n'est pas stabilisé, tu restes sur 5 stops. Ce qui est déjà pas mal, mais ce n'est pas ce qui se fait de mieux actuellement. Après, il y a le gros dada ou le cheval de bataille de Lumix, ce sont les LUT, Lookup Table. Ce sont des profils de couleurs, comme un petit peu les simulations de films de Fuji, qu'on peut intégrer. Et ça, ben, c'est la grosse bataille de Lumix sur cet appareil qui a d'ailleurs mis un bouton. Donc, tu vas pouvoir prévisualiser comment sera l'aspect de tes photos. Ça, on peut de ta vidéo, et ben, les photos aussi, mais sur le JPEG, ok, mais enfin, l'aspect. Et en fait, ça, c'était déjà sur le S5 Mark II, ce qui est vraiment très bien. Mais il ne faut pas oublier un truc. Tu as la possibilité d'intégrer directement le filtre, disons, ou l'aspect sur ta vidéo, et donc ta vidéo est directement finie. Donc il y a vraiment un gain de temps. Mais si tu n'es pas content du résultat, tu as perdu l'original. C'est-à-dire que tu ne peux pas, en post-production, faire des modifications parce que tu n'as plus l'original. Sur les 5 Mark II, bah, tu peux très bien jeter sur une carte le brut et sur l'autre le cuit, si on peut dire. Donc, bah, dans le pire des cas, bah, tu pourrais retravailler sur le brut. Donc, c'est pas mal. Mais là, on n'a qu'une carte mémoire, donc ça ne va pas être possible. Est-ce que c'est un problème? Oui, non, bah, ça dépend de chacun. Là, je ne peux pas te dire si ça dépend vraiment de toi. Mais il faut que tu le saches que ces luttes ont des gros avantages, mais aussi des gros inconvénients, suivant ce que tu veux faire. Ça supporte directement les objectifs anamorphiques et ça te fait la décompression, le D-squeeze, comme on dit, pour voir la prévisualisation réelle sur ton écran pendant que tu enregistres. Donc pour moi, ça c'est un outil vraiment indispensable ou très important quand on veut faire de la vidéo avec un objectif anamorphique. Autre point qui est super, c'est le OpenGate 6K. C'est quoi? En fait, tu utilises tout le capteur pour enregistrer et après tu décides où est-ce que tu vas saucissonner ta vidéo. Et ben, tu veux une vidéo horizontale en 16:9, eh ben, tu coupes comme ça. Tu veux une vidéo verticale, tu fais comme ça. Donc d'une même prise de vue, tu peux avoir plusieurs sorties différentes. Et le gros avantage, eh bien, c'est que tu vas pouvoir utiliser ça comme tu as envie en fait. D'une seule prise, tu vas avoir plusieurs sorties possibles. Donc pour un créateur de contenu, d'une seule prise, il peut avoir différents résultats, chose qui est déjà présente sur d'autres appareils comme le S5 Mark II, mais aussi Fuji, le XS20, par exemple, là aussi, d'autres. Il n'y a pas que Lumix qui a ça. Voilà. Autre chose, l'autofocus. Un autofocus hybride qui est détection de contraste et détection de phase. C'est le même que sur les 5 Mark II. Alors là, on peut dire que effectivement
Lumix a amélioré énormément son autofocus par rapport à ce qu'il y avait avant, mais il est encore très loin d'être parfait. Moi, quand j'ai fait les tests sur ma présentation, j'avais pas eu de problème, mais maintenant, ça fait 1 an que j'utilise le S5 Mark II, et je dois dire que souvent, je perds l'autofocus s'il y a une lumière latérale qui est importante ou un contre-jour, et c'est vraiment un problème où souvent, il a fallu que je réenregistre des prises de vue, ou je mette du b-roll dessus, ou une photo dessus, parce qu'il y a un moment où je perds l'autofocus. Et ça, c'est un truc que Lumix n'a pas arrangé, et si c'est pareil là, ben, dans certaines situations, c'est un problème réel. Voilà, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais c'est encore très loin d'être parfait. En vidéo, ils font aussi le format C4K, c'est-à-dire format ciné en 4K jusqu'à 60 images secondes. Donc c'est super pour des caméras lentes, c'est très bien, ça me semble très bien. En plus, ils ont mis un zoom électronique qui te permet de multiplier la focale de ton objectif, donc sans avoir à en changer. C'est aussi un plus, voilà, donc c'est bien à mon avis d'avoir ça. Après, il y a un truc que j'aime bien, que j'ai sur le S5 Mark II aussi, c'est les dual ISO, c'est-à-dire qu'il y a 2 ISO de base. Alors quand tu es en standard, c'est 100 et 640, c'est-à-dire qu'à 640, tu retombes sur le même bruit, ou même absence de bruit, disons, à la même qualité que sur 100 ISO. Et si tu es en Vlog, je rappelle que le Vlog a 14 stops de rang dynamique, ce qui est énorme, eh bien sur le Vlog, tu as une base à 640 et une deuxième base à 4000. Donc en vidéo avec peu de lumière, ben, c'est vraiment un truc nickel. Donc je dirais que ça, ce sont les points vraiment positifs, puisqu'on les avait déjà sur les 5 Mark II, et les retrouver ici, ben, ça me semble vraiment très bien. Alors si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter chez Digiphoto, ben, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, eh bien ça m'aide. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo, d'ailleurs je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Donc merci beaucoup parce que ça m'aide vraiment. Continuons. Alors, voyons voir les points négatifs. Alors, premièrement, pour recouper dans le tout, ils ont viré le viseur. Alors, a-t-on toujours besoin d'un viseur? Ben non, beaucoup de gens n'ont pas besoin de viseur. Par exemple, en vidéo, il est habituel de regarder un écran et non pas un viseur. Mais quelquefois, quand même, tu as du soleil, l'écran brille, c'est de la folie, et tu as besoin de vérifier ce que tu fais. Et un viseur est toujours bienvenu. Donc, ben, moi, j'attendais un viseur comme sur un A7C Mark II, dans un coin, un viseur, ben, comme contrôle, moi, ça me semble super utile et, pour ne pas dire, nécessaire. Et surtout, quand on t'explique que cet appareil, c'est aussi bien vidéo que photo. Donc, si c'est photo, c'est vrai que beaucoup de jeunes sont habitués à regarder un écran sur un smartphone ou sur un appareil, mais quelquefois, ben, il y a des situations de lumière où un viseur est très bienvenu, surtout sur un appareil de qualité. Donc, ben, moi, je ne comprends pas trop. Deuxième point. On nous dit, ah ouais, mais c'est surtout pour la vidéo, c'est super la vidéo, tu vas voir, la vidéo, c'est super. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu mets un connecteur micro pour le microphone, mais il n'y a pas de connecteur pour mettre des écouteurs. Mais pire encore, parce qu'il y a certains appareils qui n'ont pas d'écouteurs de prise écouteur, mais tu peux brancher sur l'USB-C et avec un adaptateur, tu marques ton jack d'écouteur sur l'adaptateur et tu écoutes. Tandis que là, non, ni d'une manière ni d'une autre. C'est-à-dire que tu n'as aucun contrôle de son. Alors c'est vrai, quand tu t'enregistres toi-même, ben, normalement, tu ne mets pas tes écouteurs en même temps, pour qu'on ne voit pas avec des écouteurs, mais après tu veux contrôler, tu veux réécouter. Évidemment, un haut-parleur d'appareil photo, c'est pas la même chose que vraiment bien écouter, voir si c'est bon, s'il n'y a pas de bruit bizarre, ou trucs comme ça, ou des interférences, n'importe quoi. Donc c'est incompréhensible qu'il n'y ait pas de sortie casque, ou tout au moins la possibilité de le faire par l'USB-C. Incompréhensible. Parlons photo. Puisque tu me dis que c'est aussi pour la photo, ben moi je ne comprends pas pourquoi il manque un obturateur mécanique. Ils n'ont mis qu'un obturateur électronique. Alors, ben, en vidéo, ouais, mais quand on parle de photo, eh bien, il ne faut pas oublier un truc, que les obturateurs électroniques ont des gros problèmes. Je t'explique. Tu as ton capteur qui est là, et la photo se fait. Donc ça lit à toute vitesse. Et si ton élément se déplace pendant que tu fais la photo, quand il finit de lire, eh bien simplement, l'objet s'est déplacé, le résultat s'est déformé. Donc par exemple, si imagine des poteaux ou des bâtiments, et moi je fais une photo en vidéo, une vidéo en mouvement, on voit ce rolling shutter, mais ça en vidéo, on a l'habitude, on accepte ou pas, mais enfin c'est un truc inévitable.
ou suivant les appareils, certains l'évitent, mais dans cette gamme de prix, c'est inévitable. Par contre, en photo, c'est pas le bâtiment qui va bouger, mais ça va être mon sujet, peut-être quelqu'un qui passe en marchant, le résultat il va être déformé. Je ne sais pas, où je fais un suivi de quelqu'un, les immeubles derrière vont être déformés. Donc, c'est vraiment un gros problème de ne pas avoir d'obturateur mécanique pour la partie photo. Et autre point important, c'est qu'un obturateur électronique, quand tu vas faire tes photos, si tu es à l'extérieur, la lumière, c'est pas un problème, c'est naturel. Mais si tu es en intérieur, eh bien, il faut voir l'histoire de la fréquence de la lumière. C'est-à-dire que si je suis en Europe avec 50 Hz, par exemple, si je fais ma photo en 1/50e ou 1/100e, il n'y a pas de problème, c'est synchronisé avec la lumière. Mais si je fais ma photo au 1/125e de seconde, par exemple, ou 1/60e de seconde, quel est le problème? Eh bien que ça ne va pas synchroniser avec le scintillement de la lumière. Résultat, je vais avoir des effets bizarres, des bandes plus sombres, choses comme ça. Donc c'est un problème. Les gens ne vont pas faire que des photos en extérieur. Donc là, je ne comprends pas trop l'histoire. Ça n'a aucun sens. Il fallait laisser un obturateur mécanique. Ça, c'est évident. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais il y a des appareils comme le Sony Alpha 9 III qui n'a pas d'obturateur mécanique, il a un global shutter. Ouais, mais attention, on ne parle pas de la même chose. Le global shutter, ça fait une lecture bouf d'un coup de tout le capteur, il n'y a pas de problème de déplacement, et voilà, c'est la technique. Après, il y en a d'autres qui sont plus ou moins rapides, mais là, on n'est pas en train de parler d'une lecture rapide. C'est pour ça que là, c'est vraiment un problème. Autre point, on parle photo, et puis là, il y a une griffe flash, et on se rend compte qu'il n'y a pas de connecteur. Bah oui, parce que c'est pas une griffe flash en fait. C'est un porte-objet, un porte-micro, un porte-petite lumière LED si tu veux, mais il n'y a aucun connecteur flash. C'est-à-dire que cet appareil, tu ne peux pas l'utiliser avec un flash d'aucune manière. C'est vraiment un problème. Pourquoi? Parce que si tu me parles photo, je ne vais pas faire que des photos à je ne sais pas combien de ISO, ou simplement quand il y a suffisamment de lumière. Qu'est-ce qui se passe en basse lumière si je veux mettre un flash? Donc, ça relimite l'histoire de la photographie. Non seulement l'obturateur mécanique qui n'est pas présent, mais aussi l'impossibilité d'utiliser un flash. Donc, aucun sens. Revenons à notre YouTuber, notre Instagrammeur, notre TikToker, comment tu veux l'appeler, qui, lui, adore faire des photos dans n'importe quelle situation. À la plage, sous la pluie, en se promenant n'importe où. Voilà, c'est un créateur de contenu aventurier, aventureux, qui n'a peur de rien. Donc il prend, jusqu'à nos jours, il prenait son iPhone, et voilà, même dans la piscine, il pouvait mettre l'iPhone s'il descendait pas trop profond, pas de problème. Là, l'appareil n'est pas tropicalisé, il n'est pas protégé, il a protégé ni eau, ni poussière. Ça veut dire que le mec, il va falloir que tu l'expliques. Ah non, 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 près de la piscine, non, 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 cyprès, non. Non, 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 cyprès, non. Ah non, dans le Sahara, non, non, la poussière, non, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, mais sérieux, les mecs. Vous savez avec qui vous avez prévu le. Vous avez parlé avec les gens avec qui vous avez prévu le produit? Évidemment, ce genre de personnes, de créateurs de contenu, tout le monde n'est pas assis comme moi à un bureau. Beaucoup d'entre eux sont dans situations climatiques qui ne sont pas favorables à l'utilisation d'un appareil non protégé. Donc là, ça me semble vraiment une erreur. Voilà. Continuons. Continuons. Alors, ils nous sortent une app qui, soi-disant, est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir transférer tes photos, ta vidéo plutôt, depuis l'appareil vers ton smartphone ou ta tablette. Et tu rentres sur cette app et tu vas finir l'édition, ça va être super facile. Si tu n'avais pas mis de lutte, tu peux les mettre maintenant sans problème. Tu peux en choisir où tu veux, tout ça, blablabla. Ok. Et là, la question, ouais, mais c'est super, mais monsieur Lumix, là, j'ai fait du 6K OpenGate, et pour passer ça sur mon smartphone, ça va mettre une plombe. Ah, mais pas de problème. D'abord, on a du Wi-Fi 5 GHz, donc ça va être super rapide. Non, ça ira pas super rapide, moi je vous le dis. Non, mais vous inquiétez pas. Ce qu'on a fait, par défaut, il y a une qualité de 50, le bitrate est de 50. Ça, c'est la qualité, la quantité de données qu'il y a sur chaque petite photo, disons, de la vidéo. Et ça va permettre d'être beaucoup plus réduit, donc ça va passer beaucoup plus vite sur le smartphone. Et là, je me dis, attends, là, je comprends pas. Tu es en train de me dire que je prends un appareil photo qui enregistre à 50 bitrate quand je veux pouvoir l'exporter vers mon smartphone, et donc je récupère de l'autre côté, alors que mon iPhone ou n'importe quel smartphone de haut de gamme nous fait entre 100 et 200 de bitrate.
Tu es en train de m'expliquer que j'ai un super capteur, peut-être une excellente optique, et que je vais tout bouffer pour pouvoir le transférer sur mon smartphone et travailler en 50 de bitrate au lieu de 100 ou 200. Je ne parle même pas du ProRes, qu'on peut aussi sur un iPhone. Donc là, tu es en train de m'expliquer que je vais tout sacrifier pour pouvoir utiliser ton app. Et moi, je ne comprends pas trop. Pourquoi le mec il va s'embêter à faire ça alors qu'il peut enregistrer directement du smartphone? J'ai pas trop compris. Voilà. Autre chose. Voilà notre YouTuber, TikToker, voilà, qui dit bah voilà, je fais un reel, ça met 1 minute, c'est super, j'adore l'appareil, c'est fantastique. Ouais, d'accord. Puis un coup, il se dit bah, je vais m'asseoir et puis je vais faire une vidéo pour YouTube. Ah, bah, une vidéo YouTube, elle dure en général 10 minutes par exemple, donc j'enregistre. Et évidemment, si tu as 10 minutes de YouTube, sauf si tu fais aucune édition, eh bien, tu vas peut-être enregistrer 30 minutes, ou 45 minutes, voire 1 heure. Moi, par exemple, en 3 langues, eh ben, je suis peut-être vidéo d'une demi-heure au total, je suis peut-être 3 heures dessus, en train de couper, arrêter, repartir, mais sans éteindre l'appareil, je change simplement la batterie. La mauvaise nouvelle, parce que suivant si tu as du 6K ou du 4K, ou du Full HD, eh bien, tu vas avoir un temps maximum d'enregistrement de 10 ou 15 minutes à cause du réchauffement. Parce que cet appareil est tellement petit qu'il n'y a pas de ventilateur. Résultat, au bout de 10 minutes, il va s'arrêter ou au bout de 15 minutes, il va s'arrêter. Alors tu pourrais dire, il n'y a pas de problème, moi j'éteins l'appareil et je rallume et je continue. Non, 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 parce que là, c'est pas, ils n'arrêtent pas pour une histoire de taxe ou de limite ou de je sais pas quoi. Non, ils arrêtent parce que ton machin surchauffe. Donc, même si tu éteins et tu rallumes, il va falloir que tu attendes pour repartir. Donc, ça veut dire que si tu fais des stories d'1 minute, trucs comme ça, il n'y aura aucun problème. Par contre, si ton idée, c'est de l'utiliser pour faire du YouTube, ben là, on tombe sur un gros problème ou de la vidéo plus longue, ben, c'est pas bon. Parce que c'est pas une histoire de, comme le limite des 30 minutes qu'il y avait avant, c'était une histoire de taxe. Donc, il y a même des options, tu payais un peu plus une licence, et là, tu n'avais plus la limite sur certains appareils. Là, oui, il y a une limite, parce que c'est un problème de chaleur. Donc là, ben, là c'est vraiment un problème. Donc, tu te dis, ouais, ben, pour qui cet appareil? Pour qui, Eric? Alors moi, je dis, ben, moi, je pourrais l'utiliser peut-être ce qu'on appelle en b-roll, c'est-à-dire qu'un deuxième rouleau de film, si on veut dire comme ça. Donc imagine, là, j'ai qu'un appareil qui m'enregistre, mais je pourrais en avoir un deuxième qui est sur mes mains, ou un profil, n'importe quoi, puis après au montage, je mélange les deux et tout ça. Donc, la limite de temps, c'est un problème, mais il y a aussi un autre problème. Tu pourrais dire, je veux cet appareil parce qu'il est petit, donc je le cache pour certaines prises de vue, mais dans la distance, je veux un contrôle sur un écran. Parce que moi je ne suis pas derrière l'appareil, je ne vois pas ce qui se passe, donc je veux un contrôle. Donc tu peux mettre un retransmetteur, un émetteur. Eric, un émetteur, ok. Donc je mets un émetteur petit qui ne prend pas forcément beaucoup de place. Je connecte au port HDMI et moi, à la distance, je vois sur mon écran, ou ma tablette ou un écran, peu importe, le contrôle. Le problème, c'est que si un appareil est vraiment pensé principalement vidéo, eh bien, il est normal de mettre un connecteur HDMI complet. Parce que les mini HDMI ont tendance à casser. Donc, si tu vas utiliser de manière intense cet appareil et laisser tout brancher toujours, il n'y a pas trop de problème. Mais si tu vas brancher, débrancher l'adaptateur, le reconnecter, l'émetteur, le déconnecter, tout ça, tôt ou tard, tu vas péter ton connecteur HDMI. Donc là, moi, je pense qu'ils auraient pu trouver la place de mettre un grand connecteur HDMI au lieu de le laisser comme ça. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas trop l'idée de c'est de la vidéo, mais il y a des limites. C'est de la photo, mais il y a des limites. C'est un petit peu du n'importe quoi. Si on parle de la batterie 470 photos, comme le S5 Mark II, c'est à mon avis son plus gros défaut, c'est la durée de la batterie. Et en vidéo, il te parle entre 60 et 120 minutes suivant le format. Moi, par expérience, je peux dire qu'on est sans doute plus près de 60 minutes que de 120. Voilà. Mais de toute façon, à 10 minutes, ça chauffera. Donc, on verra. Mais enfin, il faut prévoir plusieurs batteries. Donc, moi, je pense que ces points négatifs sont vraiment, vraiment, vraiment négatifs. Et on va retourner sur notre personnage, client type, notre créateur de contenu, et voir plus en détail les possibilités. Alors, revenons à notre cher créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Comment va-t-on le séduire pour qu'il ait vraiment envie d'abandonner son smartphone ou sa caméra d'action et utiliser ça? Eh bien, la manière d'attirer la clientèle, c'est de leur dire « Ah ouais, mais attention mec, ça c'est du full frame. Ça va être une qualité extraordinaire et surtout, tu vas pouvoir faire des flous arrière incroyables. Oh !» Le flou, évidemment, on l'appelle bokeh, ça fait toujours mieux.
ok. Donc le mec il va dire ah ouais mais là ouais je veux. Eh ben tiens regarde, je vais te mettre un super nouvel objectif qu'on a sorti, un 26 mm f8 qui va de f8 jusqu'à f8 de mise au point manuel sur lequel tu peux pas mettre de filtre ni de bouchon. Filtre, ah ben moi je vais mettre un filtre de diffusion, oublie. Et donc qui va tout faire que tout soit mis au point. Attends, pardon? Alors, attends, j'ai pas compris là. Le full frame, parce que soi-disant le super bokeh c'est fantastique, et finalement tu me dis que ça va être tout mis au point. Non mais attends, là, j'ai perdu un truc en route là. Il y a un truc que j'ai pas suivi. Ouais, non mais t'inquiète, on a un autre objectif aussi, un 18-40, 4.5, 6.3. Ah et ça va me faire un flou. Ben, ça dépend. À 18 mm à 4.5, je sais pas. Et bah ouais, à 40 à 6.3, si t'es pas trop loin, ouais, l'arrière sera flou. Mais c'est pas. Enfin, le 20-60 que j'utilise est déjà plus lumineux et me permet de faire mieux. Voilà. Donc, c'est un peu du n'importe quoi. C'est un peu du n'importe quoi. Donc, le mec, il y a un moment, tu vas lui dire ouais, puis au fait. Utiliser sur ton smartphone, tu vas perdre de la qualité. Donc à un moment, il fallait être sympa et veut dire la vérité. Cet appareil, si tu veux voir vraiment les résultats que te permet ce capteur et les fonctions de cet appareil, il va falloir quand même que tu en balances ta vidéo sur un ordinateur avec un bitrate correct, que tu l'édites sur ton ordinateur et non plus le balancer sur ton smartphone à travers la liaison avec une réduction de bitrate parce que tu bouffais toute la qualité. Donc finalement, bah, le mec il va dire mais attends là moi j'étais tranquille, je faisais mes vidéos au smartphone pour mon TikTok, mon machin et tout ça, je l'éditais directement, je pouvais même mettre les couleurs que je voulais, tout ça. Et tout d'un coup tu es en train de m'expliquer que bah, finalement de direct à l'appareil, direct à publier sans passer par édition, ben, c'est pas complètement vrai. Il va falloir leur expliquer au mec. Il va falloir leur expliquer. Tu vas expliquer à un mec qui est tout le temps en train de se promener partout avec son smartphone, s'enregistrer à tout bout de champ, et que tout d'un coup, ben, il va plus pouvoir faire la même chose, mais moins que ce qu'il faisait avant, avec une qualité inférieure, ben, faut pas rigoler. Alors là, j'attends les mecs qui vont me dire, mais comment peux-tu comparer un iPhone à ce genre d'appareil? Alors attention, on va revenir au départ. Le support final pensé, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Je te garantis que tu vas ne pas voir de différence entre une vidéo faite au iPhone et au S9 ou S5 Mark II. La preuve en est, moi j'ai plus de 1000 vidéos sur ma chaîne YouTube, j'en ai environ 800 qui sont enregistrées au iPhone et le reste est enregistré ou avant que j'ai les iPhones ou après avec mon Lumix S5 Mark II. Mais pourquoi je suis passé au S5 Mark II? Simplement parce que premièrement, je voulais un full frame pour pouvoir présenter des objectifs de tiers avec une monture full frame. En général, ils ont plusieurs montures, ils ont du L, du Sony E, ils ont plusieurs trucs, donc je voulais ça. Et deuxièmement, au même moment, j'ai commencé à me faire vidéo en 4K. Moi, je n'ai pas le dernier iPhone, j'ai le 13 Pro Max. Et quand on enregistre en 4K, eh bien, les fichiers deviennent énormes. Et quand tu veux les passer sur l'ordinateur pour les éditer, eh bien, ça met une plombe, que ce soit par câble ou que ce soit par l'air, c'est-à-dire en Wi-Fi. Okay, donc, ça met une plombe. Donc, à un moment, je lui dis, bon, c'est bon, moi, j'enregistre finalement juste appareil, j'en profite, je vais faire mes vidéos avec. Mais sinon, il y a 3 quarts de mes vidéos, j'aurais continué à faire au iPhone. Parce que sur les réseaux sociaux, tu ne vois pas la différence. Ou alors c'est vraiment minime, ou 3 quarts du temps, on ne voit pas la différence. D'ailleurs, souvent, moi je dis vidéos qui sont en partie au S5 Mark II avec quelques parties au iPhone, et personne ne voit la différence. Donc, moi, je ne rentre pas à discuter ce débat. Évidemment, si tu me parles de faire une vidéo pour le cinéma, il y a des mecs qui font des courts-métrages au smartphone de très haute qualité et d'autres qui préfèrent un vrai système pour enregistrer, vrai entre guillemets, parce que tout est vrai, mais ils veulent un appareil photo ou un appareil vidéo qui pourra enregistrer la vidéo et une certaine qualité parce qu'ils ont certains critères et tout ça. Là, je ne vais pas discuter. Mais pour le sujet type, le client type de cet appareil, on parle de réseaux sociaux et on ne va pas voir la différence. Et je te garantis qu'une prise de vue faite à 200, avec un bitrate de 200 va être une meilleure qualité qu'un qui a été fait à 50 pour que tu puisses transférer le fichier. Là oui, tu vas voir la différence et pas vraiment en faveur du S9. Donc là, je me demande qu'a fait Lumix avec ce S9. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Aucun sens à mon avis. Alors oui, cet appareil est intéressant pour certaines personnes, mais ça reste une toute petite niche, puisque le créateur de contenu actif, plein air et tout ça,
ben, ça devient un problème par rapport à ce qu'il avait sur son smartphone ou son appareil, sa caméra d'action. Et donc, celui qui va être assis dans un bureau, ça serait des trucs assez courts, ou parce qu'il y a des limites, il y a plein de limites partout. Donc, la qualité d'image, si tu ne la passes pas par le smartphone, oui, elle est au rendez-vous, mais si tu vas l'utiliser comme eux, ils parlent de l'utiliser, ça devient absurde, sincèrement. Je pense qu'ils se sont trompés. Voilà. Alors, peut-être que cet appareil, il y aura du succès, ils ont mis 4 couleurs, c'est sympa les couleurs, la taille, tout ce que tu veux. Peut-être qu'il y aura du succès, ça ne veut pas dire. Mais je pense que les gens ont besoin de savoir vraiment ce qu'ils sont en train d'acheter. Parce que pour certaines personnes, ça va être OK, mais pour une grande majorité du public annoncé, c'est aucun sens d'acheter cet appareil. Vraiment aucun sens. Voilà. Autre point important. Moi, je vais te parler depuis mon expérience entre enregistrer avec un smartphone, un iPhone dans ce cas, et un appareil. Eh bien, quand je m'enregistre à contre-jour avec mon iPhone, automatiquement, il fait un HDR. Alors, HDR, je ne parle pas des couleurs bizarres, hein, je parle vraiment un rang dynamique plus élevé, donc une exposition correcte. Je vais avoir le ciel qui va être bleu et mon visage correctement exposé. Par contre, si j'utilise un appareil photo pour la vidéo, comme le S5 Mark II, si je suis à contre-jour, je dois choisir. Ou j'ai le ciel qui est bleu et moi je suis sous-exposé, ou j'ai mon visage qui est correctement exposé et le ciel qui est complètement cramé. Donc l'option, c'est d'exposer pour le ciel et rajouter une lampe LED qui m'éclaire le visage pour être correctement exposé. Donc là, tu es en train d'expliquer à ces clients potentiels que ce qui est super du S9, c'est un petit appareil qu'ils vont pouvoir emmener partout, mais tu oublies de leur dire que contrairement à leur smartphone où ils peuvent se faire des photos ou des vidéos dans n'importe quelle situation et l'exposition est correcte, et bien là, en plus, s'ils sont à contre-jour, il faudra qu'ils embarquent avec eux une lampe LED pour être correctement exposés. Comment tu vas leur expliquer ça? Parce qu'on ne parle pas d'une petite lampe de rien. Normalement, il faut un truc pour lutter contre le soleil, c'est un certain boulot. Je ne comprends pas le discours. Désolé, je ne comprends pas le discours. Alors, je voudrais faire une parenthèse sur le marketing de Lumix. Alors, quand ils ont sorti le S5 Mark II, ils ont invité une centaine de youtubeurs ou plus au Japon. Et c'était, à mon avis, logique. La grosse critique qui se faisait à Lumix, c'était l'autofocus, qui était par détection de contraste et non pas détection de phase. Et beaucoup d'utilisateurs Lumix avaient abandonné la marque pour aller chez Sony ou Canon sur d'autres marques. Et donc, ça me semblait logique qu'ils invitent ces gens-là. Même certains utilisateurs de Lumix se plaignaient de ne pas avoir été invités, et que d'autres qui utilisaient Sony, oui, y étaient. Mais c'était logique de reséduire leurs anciens clients et de les mettre un petit peu comme devant les faits accomplis. On a solutionné l'histoire de l'autofocus. Donc, ça me semblait logique. En plus, le S5 Mark II, c'est somme toute un bon appareil, car évidemment, on n'est pas parfait, mais c'est un très bon appareil. Donc, dans l'ensemble, les youtubeurs qui sont allés au Japon, certains étaient plus euphoriques que d'autres, mais dans l'ensemble, ils ont dit exactement ce qu'il y avait, et c'était dans l'ensemble des reviews relativement ou complètement honnêtes. Donc, ça m'a semblé très bien. Mais Lumix s'est rendu compte que quand tu invites quelqu'un à dîner chez toi ou à manger chez toi, c'est très compliqué pour lui de dire que la bouffe est mauvaise. Il va dire qu'il n'en reprend pas parce qu'il a mal au ventre, parce qu'hier il était malade ou n'importe quoi, mais ça va être très compliqué qu'ils disent que la bouffe est mauvaise. Donc comme ils sont conscients de ça, eh bien ils ont refait l'opération d'inviter plein de gens, plein de youtubeurs du monde entier, avec des chaînes de toute taille. Et là, eh bien, il y a un problème. Parce que quand j'ai vu le nombre de gens, le nombre de vidéos qui circulent, d'ailleurs il y a tellement de gens qui sont allés, qu'il y a des chaînes vraiment très grosses qui n'ont pratiquement pas de visite sur ces vidéos parce que c'était très dilué. Donc j'ai dit, je vais regarder quelques tests. Donc moi, le premier je regarde, pour moi, les deux chaînes qui me semblent parmi les plus sérieuses, eh bien d'un côté, il y a Petapixel, qui avant, c'était les mecs de DP Review qui sont chez Petapixel, donc Chris Nichols et Jordan Drake. Et l'autre, c'est un que j'aime bien, c'est Kai W, qui lui est plus incisif, mais en général, il dit ce qu'il pense. Donc je suis allé voir, et ils ont, à mon avis, été relativement honnêtes, éduqués, plus que moi, mais éduqués, dans le sens où ils ont expliqué qu'il y avait certaines limites, et même Jordan Drake, en conclusion, il dit, bah moi, lui il s'occupe de la partie vidéo, il dit, moi sincèrement, je préférerais payer un peu plus pour un Lumix S5 Mark II, ou si je veux payer moins, bah, je prendrais un Fuji XS20, bien que, aussi bien l'un que l'autre sont plus gros, mais je pense que ce serait plus logique, c'est à peu près ce qu'il a dit, voilà. KW, lui, a expliqué qu'il y avait certaines limites, et à un moment, il dit d'ailleurs, heureusement qu'ils ont mis la stabilisation, parce que sinon, bof, bof, quoi. À peu près ce qu'il a dit d'une manière éduquée.
Donc, j'ai dit, bon, voilà, ils ont à peu près le même point de vue que moi. Et après, j'ai regardé d'autres youtubeurs et certains sont là en train de dire ouah, c'est une révolution, c'est magnifique. Après, avant ça, il n'y avait rien. Maintenant, c'est la grande nouveauté, c'est ce qu'il y a de mieux et tout ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es même pas capable d'enregistrer les vidéos que tu fais sur YouTube avec cet appareil. Il y a trop de limites. Alors, qu'est-ce que tu es en train de nous vendre là? Qu'est-ce que tu es en train de nous vendre? Donc, ces mecs qui tombent dans une euphorie, ça n'a aucun sens. Alors, sur 200 mecs qui sont peut-être allés, je ne sais pas si c'était 200 ou 150 ou 100, je ne sais pas, eh bien, tu en as peut-être 10 qui vont dire vraiment les limites et raconter ce qu'il y a. 50 qui vont essayer d'être éduqués, mais ils vont laisser entrevoir que, bon, c'est peut-être pas parfait. Et puis d'autres qui sont là en train de dire que c'est fantastique, il n'y a rien de mieux et tout ça. Et Lumix est conscient de ça. Que en inondant le réseau social YouTube avec plein de vidéos, il y a énormément de gens qui vont dire que c'est du super parce que ce sont des vrais mercenaires. Parce qu'ils pensent que s'ils ne parlent pas bien, ils ne seront plus jamais invités, ou parce que les autres marques vont rien lui envoyer, ou trucs comme ça. Alors que ça ne veut pas dire, hein, tu peux critiquer et quand même être invité à nouveau, justement pour montrer qu'il y a une amélioration, donc voilà. Et ces mecs, ils vendraient même leur mère sans aucun problème. Et ça, c'est un double problème. Premièrement, moi, comme youtubeur, c'est un problème parce qu'on nous met tous dans le même sac, hein, et tout le monde pense que on est tous pareils, on ne dit pas ce qu'on pense. Et deuxièmement, pour le client potentiel, qui pense que c'est un super appareil alors qu'on ne lui a pas raconté les limites de l'appareil. Cet appareil est peut-être pour lui, mais s'il n'est pas pour lui, on ne va pas lui dire tout d'un coup, une fois qu'il l'a acheté, ah ben finalement, quand il pleut, range-le. Ah bah ouais, mais quand tu vas sur ton smartphone, la qualité, c'est plus la même. Ça, non, mais ça, il faut le raconter avant, quoi. Il faut le raconter avant. Donc là, on a vraiment un gros, gros, gros problème. Et je trouve que beaucoup de youtubeurs oublie un truc essentiel. Ce qui fait que tu existes, ce ne sont pas les marques, c'est ton public. La marque, il y en a plein de marques. Si tu ne présentes pas un, tu présentes un autre. Et puis sinon, tu racontes d'autres trucs sur la photographie. Il y a toujours des trucs à raconter. Par contre, ton public, il est là parce qu'il te fait confiance. À partir du moment où tu tombes dans ce cirque, dans ce show, et tu dis plus ce que tu penses, c'est un problème. Alors moi, je suis ravi que Lumix ne m'ait pas invité, parce que j'aurais dit ce que je pensais. Donc, j'aurais fait des ennemis et tout ça, mais de toute façon, je me l'ai fait maintenant en parlant. Mais je pense qu'il y a une obligation vis-à-vis de notre public de dire la vérité, les limites telles qu'elles sont. Et c'est à la marque de s'améliorer. Si tout le monde le fait, il y a un moment où ils sont obligés d'améliorer un produit, parce que personne ne parle bien, même si tu les as invités. Le problème, ce sont la quantité de mecs qui pensent qu'ils sont obligés de parler bien parce qu'ils ont été invités. Et ça, c'est vraiment, vraiment un problème. Et alors, c'est vrai, il y en a qui vont dire ouais, mais Eric, tu dis ça, mais finalement, Fujifilm a fait la même chose en invitant plein de gens au Japon pour le X100 Mark VI. Ouais, c'est vrai, mais le X100 Mark VI, on ne parle pas du tout le même genre d'appareil. C'est pas un appareil au rabais. Certains peuvent penser qu'il est trop cher pour ce qu'il est, d'autres ils vont penser que c'est lamentable qu'il n'y en ait pas assez de disponibilité, tout ça. Mais le produit, ça reste un super produit. Là, on n'est pas en train de parler d'un super produit. On est en train de parler d'avoir invité des gens pour que dans l'ensemble, ils ne disent rien. Parce que ils n'osent pas ou parce que pour éducation, n'importe quoi. Donc là, c'est une stratégie qui me semble vraiment lamentable et qui est en train de porter préjudice aussi bien aux clients potentiels que aux autres youtubeurs qui, même en y allant, auraient dit ce qu'ils pensaient. Et là, je m'inclus. Alors moi, j'aurais été très content d'y aller pour le voyage, j'ai aucun doute, mais ça ne m'aurait pas empêché de dire ce que je pense. D'ailleurs, ça m'est arrivé de critiquer des appareils photo qu'on m'a prêtés. C'est notre boulot, quoi. C'est notre boulot. Si tu veux pas me prêter, tu me prêtes pas. Il n'y a pas de problème. Mais il faut dire ce qu'on pense. C'est notre obligation morale et ça me semble que c'est comme ça. Donc moi, je pense que aussi bien Panasonic devrait repenser sa stratégie. Ça sent bien qu'ils invitent certaines personnes à une présentation et tout ça. Mais cette manière un petit peu de coaction discrète ou semi-visible, semi-invisible, me semble pas très logique, surtout sur ce genre de produit, parce que les mecs chez Panasonic ne sont pas bêtes, ils savent bien que ce produit, ils savent ce que c'est, quoi. Ils l'ont sorti parce qu'ils ont vu un public, mais ils savent ce que c'est. Donc moi, ça me semble un peu lamentable, et que trop de youtubeurs tombent dans ce truc de c'est super parce qu'on me le file, ou parce qu'on m'invite, moi, ça me semble débile, quoi. C'est vraiment un problème. Donc voilà, moi c'est ce que je pense, et je pense que beaucoup de youtubeurs devraient être plus honnêtes, parce que oui, cet appareil a des points positifs, oui, cet appareil a des clients potentiels, mais il faut bien expliquer pour qui c'est, pourquoi c'est et
comment c'est, et pour quand, et pour qui, et tout ça. Voilà. Parce que trop ne l'explique pas, et ça va forcément faire des déçus. Et à court terme ou moyen terme, bah, on perd tous de la crédibilité. Lumix d'une part, évidemment, et plein d'autres youtubeurs d'autre part. Alors, conclusion, bah, moi, sincèrement, cet appareil, bah, je trouve que l'idée est bonne, l'idée de faire un mini S5 Mark II, mais bah, ils sont perdus en route, voilà, c'est simple. Donc pour moi, c'est un produit qui est bon pour un tout petit marché de gens vraiment spécifiques, et l'immense majorité du marché auquel cet appareil est destiné, eh bien non, c'est mon avis, c'est pas pour eux. Est-ce que moi je l'achèterais? Ben, si je faisais des clips de 1 minute, ben, peut-être, mais en tout cas en passant pas par le téléphone et tout ça, et non, je vois pas trop, je vois pas trop. La qualité d'image est là, ok, on est d'accord, parce que c'est le même capteur, le même processeur et tout ça, la qualité va être là, sauf si tu passes par le smartphone avec la chute importante de qualité, mais il y a vraiment trop de limites. Moi, c'est un appareil que je ne peux pas recommander à la majorité. Je pense qu'il faut vraiment analyser tes besoins et voir si tu corresponds à ce qu'offre cet appareil. Mais je pense qu'il y a d'autres options bien plus intéressantes. Alors, ou payer un peu plus cher pour un S5 Mark II, moi à mon avis ça me semble plus logique, ou aller sur une autre marque ou un autre modèle d'appareil. Moi je comprends pas trop cet appareil. Je pense qu'ils sont perdus en route. L'idée de départ était bonne, elle existait déjà avec l'Alpha 7C Mark II et le 7C déjà de Sony, mais là ils sont perdus en route, à mon avis ils se sont complètement perdus en route. Donc moi c'est un appareil que je peux recommander qu'à des gens qui sont vraiment la petite niche qui correspond à ça, et certainement pas à la majorité des créateurs de contenu comme prétend faire Lumix. Voilà. Moi je pense que si vous voulez faire un truc petit, ça aurait été beaucoup plus judicieux de reprendre, sortir quelque chose de nouveau sur la gamme GX, qui sont des petits appareils à objectifs interchangeables en micro 4 tiers, qui offrent sûrement des prestations bien supérieures à cet appareil, qui est un full frame au rabais en fait. Et je pense qu'ils auraient répondu à une demande, parce qu'il y a énormément de gens qui demandent le retour de la gamme GX. Ça aurait été beaucoup plus malin, à mon avis. Voilà. Mais enfin bon, je ne suis pas ingénieur ni chef marketing chez Lumix. Voilà. Bon, j'espère que j'ai vexé personne. Tu n'es pas obligé d'avoir mon opinion. Chacun peut penser ce qu'il veut. On ne va pas entrer dans des batailles. Voilà. Donc si j'ai vexé des gens, ben, je représente mes excuses d'avance. Ce n'était pas l'intention, mais je pense que moi, je voulais être honnête sur mon opinion sur cet appareil. Tu peux avoir une opinion complètement différente, c'est complètement respectable. Voilà. Donc merci d'avoir vu la vidéo, mais je remercie à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de se former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire. Donc tu les montes sur la plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui te corrigent, qui disent ce qui va pas, qui t'encouragent et tout ça. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui te dit comment t'améliorer et tout ça, te corrige, voilà. Donc ils ont 6 types de formation qui va depuis amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois. Suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ et tout ça. Mais je pense que le mieux c'est de parler avec Arvia, tu les appelles, tu leur expliques un petit peu tes intentions, ce que tu aimerais apprendre, quelle était ton idée, et ils vont te dire quelle est la formation qui correspond le mieux à tes besoins. Alors, ils parleront aussi du tarif, mais moi je vais te parler de la manière de le financer. Alors, il y a une manière très élégante, ça s'appelle l'autofinancement, ça veut dire tu as l'argent, tu achètes, comme n'importe quel produit, voilà, tu payes, c'est tout, comme n'importe quel produit, n'importe quel service. Deuxième option, c'est peut-être que tu es demandeur d'emploi et tu pourrais parler avec France Travail, ex-Pôle emploi, ex-ANPE il y a bien longtemps, et leur parler avec ton conseiller, lui expliquer, voilà, tu aimerais faire cette formation, il va t'expliquer quoi faire pour faire un cofinancement ou un financement. Voilà, donc tu parles avec lui, après tu contactes Arvia ou en même temps, voilà. Autre option, peut-être que tu es actif, travailleur actif en France, ou tu as travaillé en France, donc même si tu es au chômage, tout travailleur actif, c'est-à-dire qui n'est pas à la retraite, tu as un petit pécule qui s'accumule, un jour tu peux l'utiliser pour te former à quelque chose, comme la photographie par exemple. Et donc, pour l'utiliser, c'est important, si tu voulais te former une fois à la retraite, il faut que tu t'inscrives avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par CPF. Alors évidemment, en autofinancement, oui, mais plus par CPF. Donc n'oublie pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, si tu veux faire la formation une fois à la retraite. Okay,
Deuxième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle est appliquée depuis le 1er mai 2024 seulement, et c'est une bonne nouvelle, parce que les rumeurs disaient que les élèves, que ce soit de la photographie ou n'importe quelle autre formation, devraient payer 30% de leur poche, et finalement ce n'est que 100 euros. Je crois que les demandeurs d'emploi n'ont pas payé ces 100 euros, mais enfin bon voilà, que 100 euros. Donc c'est-à-dire tu pourrais profiter de ton CPF, te former, oui, à une formation très intéressante, et je pense que c'est vraiment un gros plus. Troisième point important, si tu t'inscris à leur formation de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça, avec 350 conseils photos en appui pédagogique. Donc voilà, moi je te conseille de contacter Arvia, parler par téléphone, c'est gratuit. Tu expliques un petit peu tout ça, ce que tu veux. Et je te laisse de toute façon donc leur téléphone qui est gratuit, leur email, leur site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjour.com/fr/cours en ligne. Si tu as une question, si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Jibo, eh bien ça me file un coup de main. Et si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible qui dit code promo. Donc ça serait vraiment sympa. D'ailleurs, je le partage souvent sur les réseaux sociaux. Donc ça serait vraiment sympa parce que ça m'aide vraiment. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott. D'autres liens affiliés, aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!